Vous allez me dire, on va parler d'innovation avec un processus industriel qui date de 2 siècles. Bon, c'est pire que cela. Notre métier est très normé. Donc il y a assez peu de place à la modification des produits, et dans les boucles, il y a des spécialistes, monsieur le sénateur, de l'innovation continue. Dans les boucles rétroaction de l'innovation continue, on est censé modifier les produits en fonction des retours clients. Dans notre domaine, on est normé, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas tout. On est également dans un domaine industriel extrêmement capitalistique. Une usine, c'est 300, 400, 500 millions d'euros à minima. Il est clair que les outils ne sont pas là pour quelques années, pour quelques mois. Ils sont là pour longtemps, et notre échelle de temps, c'est le siècle. Facteur aggravant également, notre domaine est prospère. Et la prospérité entraîne un confort qui n'est pas le meilleur catalyseur pour l'innovation. Et l'innovation chez Vicat a été quand même marquée par le fait générateur de la création de l'entreprise. Donc de génération en génération, on a transmis un savoir-faire, une expertise pour améliorer la qualité des produits, améliorer les services, mais aussi réduire les prix de revient et mettre à disposition des produits tout à fait accessibles. Aujourd'hui, Vicat exerce 3 métiers, fabrication de ciment, fabrication de granulats, du caillou, du sable également, et quand on met tout ça ensemble, on fait du béton prêt à l'emploi, ce sont nos métiers de base. Nous sommes présents dans 12 pays, dont l'Inde bien sûr, et notre groupe cimentier emploie 10 000 personnes directes. Et le ratio d'emplois directs comparé aux emplois indirects dans nos métiers, c'est de 1 pour 10. C'est-à-dire 10 000 emplois génèrent 100 000 emplois dans nos zones de chalandise. Et nous réalisons un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros. Voilà. Le ciment permet de construire des logements, infrastructures à moindre coût. Il est le second produit le plus consommé dans le monde après l'eau. Et la croissance de la consommation est directement liée à la croissance de la population et à son enrichissement. Il y a des courbes intéressantes qui montrent la consommation de ciment par habitant en fonction du PIB par habitant. Et donc la création, finalement, la naissance d'une classe moyenne est un catalyseur pour le développement des marchés du ciment. Et l'Inde est là pour ça. Nous avons hier eu des conférences qui nous ont rappelé que la population mondiale allait continuer à croître. Alors on peut parler de 2 milliards, 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. La croissance de la population entre maintenant et 2050 est à peu près équivalent à l'ensemble de la population mondiale de 1950. Voilà l'ampleur de ce qui arrive. Et se greffe là-dessus une concentration urbaine qui va être littorale. Si on prend les données de l'ONU, on annonce que 75% de la population mondiale en 2050 sera sur une frange littorale, avec un littoral qui sera très affecté par les conséquences du changement climatique. 75% de la population en 2050, c'est 100%, l'équivalent de 100% de la population actuelle. Voilà. Donc, à l'échelle de temps et à l'échelle des besoins, il n'y a pas d'alternative au ciment. Un industriel craint un peu le syndrome Kodak. C'est-à-dire, je suis leader sur mon marché de la photo argentique, je maîtrise parfaitement ma chaîne de production, je maîtrise parfaitement ma chaîne de vente, j'invente l'image numérique, mais je l'abandonne et je disparais. Voilà, donc le syndrome Kodak, c'est est-ce que mon produit a un avenir? Eh bien, croyez-moi, s'il y a une entreprise cimentière qui cherche, je la connais, à l'échelle de temps et de volume nécessaires, il n'y a pas d'alternative au ciment. Il peut y avoir des exemples, on peut aller en Savoie construire quelques bâtiments en bois, mais le ciment est incontournable pour construire des logements, des infrastructures nécessaires à la vie de cette population mondiale qui va croître et qui va se concentrer dans des milieux urbains. Le paradoxe
est que le ciment émetteur de carbone est indispensable aux mesures de résilience. On a eu un long et brillant exposé sur les politiques, mais sans ciment, on va avoir des problèmes. Voilà. Le facteur accélérateur de notre innovation et donc de l'innovation continue a un mot, c'est transition. On est à la croisée des chemins d'une transition dans tous les domaines. Alors c'est très galvaudé comme mot, mais je retiendrai la transition écologique qui se traduit pour les cimentiers par ce qu'on appelle la décarbonation. Il y a deux termes qu'on confond souvent, mais je reviendrai dessus, c'est décarbonatation et décarbonation. L'industrie cimentière est en mutation pour intégrer les questions d'économie de ressources et de décarbonation. Elle a surtout les moyens économiques de le faire. On a beaucoup parlé de l'innovation venant des start-up. Bien souvent, la start-up traverse la vallée de la mort, disparaît, et on n'en parle plus. Alors elle peut être reprise. Évidemment, on a vu Air Liquide qui reprenait tout à l'heure des innovateurs, très bien. Mais l'industrie cimentière a les moyens des moyens quasi institutionnels. C'est-à-dire, elle est capable de soutenir une innovation qui va perdre de l'argent pendant 15 ans. Et ce sera le game changer dans 15 ans. On est capable de faire ça, on le fait. L'industrie cimentière est sincère dans sa transformation, qui cache de très nombreuses innovations, et elle travaille d'une façon très transversale, et ça c'est une caractéristique de ces transitions, et on fait appel à des logiques nouvelles, où les déchets de l'un sont les matières premières de l'autre, et où les outils, y compris les outils numériques, trouvent des usages nouveaux qui n'étaient pas prévus par le concepteur. Et je vois l'industrie cimentière comme une sorte de creuset où certaines innovations trouvent leur utilité. Ces innovations touchent un certain nombre de domaines. Elles touchent d'abord notre processus industriel. Et je vais me concentrer là sur le ciment, qui est notre cœur de métier. On pourrait parler des heures de béton, d'autres choses également, d'innovation dans la logistique, qui est importante pour nous. Mais notre processus industriel touche à un spectre de sciences de l'ingénieur qui est absolument exceptionnel. Ça va de la géologie à l'intelligence artificielle, en passant par tous les degrés de la chimie, de la mécanique, de l'électricité. Et il faut que tout ça communique correctement et soit mis en œuvre pour que les coûts de production soient réduits. Ces innovations touchent également nos produits. C'est évidemment lié au processus industriel, mais le produit est souvent un assemblage. Ciment aujourd'hui est un assemblage comme on assemble les bons vins. Il y a des gourmets parmi vous, vous voyez de quoi je parle. Et on doit satisfaire une demande de performance des matériaux. On a également des innovations en matière de services, tout en respectant les contraintes réglementaires exprimées ou latentes. Et enfin, dans le domaine de la gestion, qu'elle soit une gestion financière, une gestion commerciale, une gestion logistique, eh bien, les innovations, en particulier numériques, sont tout à fait importantes. Je vais prendre un exemple pour illustrer quel est notre quotidien en cimenterie, finalement. Et le fil rouge de notre politique industrielle, c'est la décarbonation. Alors, le péché capital du ciment, c'est ce qu'on appelle la décarbonatation. Le processus industriel de fabrication de chaux et ciment, c'est l'extraction du carbone du calcaire. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour avoir connu la maîtresse sur son tableau noir, qui a une craie. Eh bien, la craie, c'est du calcaire, et il y a 40% de carbone dans cette pierre. Et là, le principe de notre processus industriel, c'est en chauffant cela, mélangeant avec d'autres matériaux, on va extraire d'abord ce carbone et on va fabriquer un produit intermédiaire qui s'appelle le clinker, qui est le principe actif du ciment, qui permet au ciment de la colle à cailloux. Donc, ce péché originel
Ajoutez au fait que pour provoquer cela, nous sommes les héritiers de la chimie chaude, qui au XIXe siècle a été finalement découverte et a permis de... on a découvert finalement que la chaleur dans un processus industriel était le catalyseur qui créait un certain nombre de réactions qui permettaient de réorganiser la matière. Eh bien, tout cela fait qu'une tonne de ciment, dans les années 90, c'était 800 kg de carbone à l'atmosphère. On s'en soucie assez peu à l'époque. 800 kg de carbone à l'atmosphère. Et aujourd'hui, on a 4 leviers. Les 3 premiers permettent de réduire de moitié, passer à 400 kg. Et le dernier permet de passer à 0. Ces leviers, le premier, c'est la modernisation des équipements. Les équipements cimentiers utilisés sont lourds, sont coûteux. Je donne un exemple. Le cimentier, c'est un shadok. Il broie, il agglomère du matériau, il rebroie. Et broyer une tonne de matière, dans les années 50, c'était 50 kWh par tonne broyée. Aujourd'hui, en Inde, je suis à 15 kWh par tonne broyée. Prenez un kilowattheure, on va dire à 4 roupies, 4 ou 5 centimes, multiplié par 35 fois 5 millions de tonnes, eh bien vous avez 70 crores, vous avez 10 millions d'euros sur une usine. L'enjeu est là. Donc c'est bon pour la consommation d'énergie, bon pour le climat, c'est bon pour l'économie et la rentabilité d'autres usines. Donc la modernisation des équipements est le premier levier que nous avons. Le deuxième levier, c'est la défossilisation. C'est-à-dire que pour provoquer nos réactions, nous chauffons. Aujourd'hui, on vit dans un monde de fous. L'énergie la moins chère, c'est du charbon acheté en Afrique du Sud, en Australie. Peut-on accepter ça? Eh bien, aujourd'hui, nous substituons ce charbon ou ce coke de pétrole par la fraction énergétique des déchets des métropoles qu'on alimente en ciment. On voit tout de suite cette circularité se créer, et cette circularité est rentable. On est payé pour éliminer définitivement, sans aucun produit ultime, les déchets qui auparavant étaient poussés dans des trous. Et je reviendrai dessus quand je vous expliquerai ce qu'on fait en Inde là-dessus. Le troisième est un peu plus barbare, on parle de diminution du facteur clinker. En fait, c'est le pourcentage de principe actif du ciment que l'on a dans cet assemblage que représente le ciment moderne. Je passe sur l'usage du laitier ou des cendres volantes. Il y a un certain nombre de techniciens parmi vous qui comprennent qu'on ne peut pas baser une politique de décarbonation sur des produits secondaires de la combustion du charbon. Tant qu'il y en a, on les prend, mais ce n'est pas du long terme. On est d'accord. Eh bien, nous remplaçons cela par des matériaux réellement décarbonés. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a sorti en France un ciment carbo-négatif, c'est-à-dire qu'il y a une empreinte carbone négative. Si on passe, je vous disais que ça avait 800 kg, ça atteignait 400 kg, eh bien, avec le ciment qu'on a baptisé le Cara, on est à moins 325 kg pour un 32,5, un petit ciment, et moins 15 kg de carbone par tonne de ciment pour un ciment structurel qui permet de construire des bâtiments. Par exemple, le village olympique dont nous parlait Gérard Wolf hier. Alors, ça n'a pas été une affaire simple, parce qu'évidemment, comme ce produit est récent, les assureurs, je ne sais pas s'il y a des assureurs dans la salle qui ne parlent que de RSE, disent on ne va quand même pas assurer ça. Donc ça a été un parcours du combattant réglementaire, on y est arrivé. On a d'autres exemples, par exemple l'activation de l'argile. L'argile, j'ai tous vu le Colisée, les briques, tout ça, ça marche, en matière de construction. Eh bien, on est capable aujourd'hui de l'incorporer dans les ciments en l'activant, soit thermiquement, soit mécaniquement, et ça fait des ciments très intéressants. Un ciment dit LC3, argile, c'est 40% de moins de carbone à la tonne de ciment pour un usage équivalent, c'est-à-dire des performances équivalentes et des conditions de mise en œuvre équivalentes. Parce que notre métier est très conservateur, le maçon apprend un geste qu'il va répéter toute sa vie. Vous pouvez lui montrer la plus belle innovation du monde, il va dire c'est formidable, il va rentrer chez lui et monter ses moellons.
Je caricature un petit peu, mais notre métier c'est celui-là. Donc on doit apporter un matériau qui ne change pas les conditions de mise en œuvre. Je vais vous donner quand même quelques autres exemples. On a développé un ciment, donc mi-ciment, mi-béton, qui remplace le polystyrène. Donc c'est très bon marché. C'est une mousse de ciment qui a des propriétés thermiques et phoniques équivalentes au polystyrène, sans produits pétroliers bien sûr, qui ne brûle pas, et qui peut être, en fin de vie du bâtiment, complètement recyclé et recyclé en cimenterie comme matière première. Et c'est déjà décarboné. On a d'autres produits, je vais vous faire rêver, il y a des Parisiens parmi vous. Imaginez une ville dans laquelle vous voyez des travaux progresser, mais il n'y a pas de zone de travaux, c'est-à-dire que vous pouvez circuler. Voilà, vous avez donc des chantiers furtifs, des chantiers qu'on fait la nuit quand il n'y a pas de circulation. Enfin, le bon sens voudrait ça. Eh bien, pour ça, il faut des matériaux. Eh bien, on a développé un matériau qui est pour les spécialistes, un sulfo-alumineux artificiel, où, avec un processus industriel qui voit passer des milliers de tonnes par jour, on vient introduire un atome de fer, dans un cristal qui donne des conditions de prise rapide à un matériau, et ça permet, on a refait la piste du deuxième aéroport d'Istanbul avec des durées d'interruption de moins de 5 heures. C'est entre le moment où le chantier est mis à disposition du maître d'œuvre et le moment où un A380 peut se poser sur la partie réparée, il se passe 5 heures. Pour une route, ils intéressent beaucoup les armées. En 2 heures, on fait rouler des chars sur une route refaite avec ce produit. Voilà. Donc c'est très spécifique. C'est des choses qu'on sait faire, mais je vais vous faire rêver en pensant aux chantiers furtifs dans nos villes. Il y a un certain nombre d'élus ici. Le matériau existe. On a des tas d'autres choses, je ne vais pas revenir dessus, mais on essaie de fonctionnaliser les produits. Une fois qu'on a fait ça, ces 3 premières étapes, l'empreinte carbone du matériau est à 400 kg, et j'ai des pays dans lesquels ça l'est. Je suis en Suisse, par exemple, on est à 370 kg de CO2 par tonne de ciment structurel. Voilà. Le reste, c'est plus compliqué. Pour le reste, il faut capturer pour stocker, ou mieux, transformer. Et je vais vous détailler un peu ça, donc demandez de me suivre, parce qu'il y a plusieurs pièces d'un puzzle technique qui définissent finalement quelle sera la cimenterie de demain, tout simplement, pour avoir un ciment 100% décarboné, une cimenterie qui apportera autre chose. Je vais vous parler d'hydrogène, je vais vous parler de SAF, donc de carburant pour les avions, ou de méthanol pour les bateaux. Le principe est simple. Vous fabriquez de l'hydrogène par électrolyse, vous avez de l'eau, de l'électricité continue, vous avez de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Vous capturez votre carbone aux cheminées et vous recréez les liaisons hydrogène-carbone pour faire un nid combustible. C'est peut-être du méthanol pour les bateaux ou du kérosène pour les avions. Eh bien, Vicat travaille sur le sujet, mais d'une façon un peu plus raffinée. Nous avons investi dans Genvia. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Genvia. C'est une pépite française de l'électrolyse haute température. C'est-à-dire, au lieu d'électrolyser de l'eau liquide, on électrolyse de la vapeur d'eau. Et ce faisant, on gagne 30% d'énergie électrique nécessaire à l'électrolyse. On passe de 55 kWh par kilo d'hydrogène produit à 38. Une fois l'ensemble de la chaîne bien au point, et ça arrive. 30% d'électricité en moins. Je vous laisse faire le calcul. Avec un kilowattheure à 5 centimes, ce qu'on peut encore espérer, vous avez le coût variable. Donc on arrive à avoir un kilo d'hydrogène, rien qu'en achetant de l'électricité à un tarif industriel, à environ 2 €, ce qu'on estime être la limite de compétitivité avec les autres formules les autres combustibles pour la mobilité. Bon.
je suis convaincu qu'on n'aura pas de mobilité hydrogène sans applications industrielles majeures. Donc on est toujours dans cette transversalité où le développement de l'hydrogène pour la capture de carbone en cimenterie va permettre d'avoir régionalement, et c'est la politique française par bassin, régionalement, la possibilité de développer la mobilité hydrogène. Donc une fois que vous avez fabriqué ça, la cimenterie est parfaite parce qu'on a des gaz chauds qu'on envoie à l'atmosphère. Donc cette vaporisation de l'eau, elle est gratuite. Voilà. Et cerise sur le gâteau, on a la possibilité, on a besoin d'oxygène dans nos process, parce qu'en parallèle de tout ça, on développe un procédé dit oxyfuel qui permet de remplacer l'azote de l'air dans nos fours par de l'oxygène et d'avoir, ce faisant, une concentration de carbone aux cheminées supérieure à 95%. Donc on n'a plus besoin d'un échelon de capture de carbone à nos cheminées de four et on économise 250 millions d'euros sur le milliard que coûte l'ensemble de l'installation. Ça mérite une certaine considération. Je vois un certain nombre de banquiers qui semblent être d'accord. Voilà. Donc on est sur ces innovations qui ont des degrés de maturité variés, le TRL, qui va de 5 à 9 en fonction des pièces du puzzle, mais qui convergent. Et on y arrivera. Donc on est dans cette VICA et dans ce voyage vers la décarbonation totale, est aidé dans certains pays, notamment la Californie, où j'ai eu 1,5 milliard de grants au titre de l'IRA, sur un dossier instruit en moins de 9 mois. C'est un peu plus long dans d'autres pays. On est sur des dossiers identiques en France depuis plus de 5 ans. Mais on y arrivera. Et je vous cite ceci pour vous donner un exemple précis des mouvements de fond qui touchent notre industrie, donc dans un processus où le produit ne change pas. Le ciment sera le même, il aura les mêmes usages probablement, mais il sera complètement décarboné par des innovations de fond. Là. Alors, on avait quelques visuels, parce que je voulais quand même vous parler de notre implantation en Inde. Je ne sais pas si la régie a cela. Enfin, qu'importe, le groupe VICA est présent en Inde depuis plus de 15 ans. On a quand même mis 10 ans avant de trouver une affaire qui nous convienne. Et nous sommes présents dans le nord du Karnataka. Alors, je n'ai pas la carte qui est là, mais qu'importe. Dans le nord du Karnataka, dans le district de Kalburgi, et dans le sud de l'Andhra Pradesh, le district de Kadapa, avec 2 usines qui totalisent quasiment 10 millions de tonnes de capacité. Notre siège social est à Hyderabad. L'Inde, voilà nos implantations. Donc on est dans le sud de l'Inde, mais dans le nord du sud. Merci. Voilà. Et là, notre success story a commencé en 2008. Et j'ai choisi d'investir en Inde. J'avais le choix entre la Malaisie et l'Inde. Bon, et on a choisi l'Inde pour plusieurs raisons. Déjà, le potentiel de croissance. La croissance à l'époque était de 150 kg par habitant par an. C'est le double en France, et des 3 fois ça en Chine. Et aujourd'hui, on se rapproche des 300 kg en Inde, et puis la croissance de la population fait le reste. Le caractère libéral de l'économie était une motivation, et on est quand même dans un état de droit qui est plutôt respecté dès lors qu'on ne fricote pas avec la politique. Notre implantation a également été une réussite parce que nous avons eu de bons partenaires indiens. Je vous disais, on a mis plus de 10 ans pour les trouver. On a été aidé par ProParco, on a été aidé par la Banque mondiale pour trouver nos partenaires. Et donc ça se passe bien globalement. Et nous avons 2400 collaborateurs prêts à fournir les ciments répondant aux besoins croissants d'infrastructures et d'urbanisation des marchés du sud et de l'ouest du pays qui sont en croissance incroyable. On investit près d'1 milliard de dollars en Inde depuis 2008 et je me prépare à investir dans les 5 ans qui viennent 500 millions de dollars de plus. On est impliqué dans des projets majeurs d'infrastructure de transport. Alors, vous voyez en haut à gauche une photo d'un
d'un chantier dont nous sommes très forts, c'est le Mumbai Trans Harbour, donc à Bombay, 22 km de pont, 27 mètres de large, 6 voies, 70 000 passages par jour. Voilà, donc ça, il y a du VICA, ça va tenir. Sans parti pris. Alors, il y a des tas d'autres projets que l'on fait également. Vous avez une photo de... Bon, elle a disparu. Imaginez une photo de wagon. La logistique est un aspect important de la décarbonation. Et on ne peut pas développer une politique bas carbone, en particulier dans un pays où les distances sont très longues, où on produit le ciment dans des clusters où on a la matière première. Donc on fait voyager le ciment sur 600-800 km par rail. Et le pourcentage de nos expéditions par rail aujourd'hui, c'est déjà un quart. Et ça a vocation à grandir. Donc on envoie par rail vers Bombay, vers Coimbatore également, où nous avons un terminal cimentier. Pour mémoire, en France, on est à moins de 5%. Les transferts de technologie de ces dernières années ont porté en Inde sur l'efficacité énergétique. Vous voyez une photo d'une centrale solaire. Alors, un petit clin d'œil, on parle beaucoup de complexité administrative en Inde. Installer une centrale solaire de 10 MW de crête sur chacune de nos usines, je l'ai fait en Andhra Pradesh, en Karnataka, m'a pris 36 jours entre la commande et le couplage de mon réseau interne sur une usine, 38 jours sur l'autre. Donc on peut critiquer l'Inde pour son poids administratif. Quand on veut, on peut. Et là, ça a été d'une facilité extrême, au tiers du prix qu'on a partout ailleurs en France. Ça m'a coûté 440 000 $ par mégawatt crête, ce qui est absolument imbattable. Donc on installe des centrales solaires, on installe ce qu'on appelle les waste heat recovery systems, où on valorise les gaz chauds d'exor de nos fours. Et puis, par principe, moi je mets une dizaine de mégawatts tous les ans à la piggy bank, qui permet d'avoir de l'électricité gratuite finalement, où je n'ai que les amortissements des systèmes, et ça permet de gagner en productivité et en rentabilité. Voilà. Là, en Inde, la défossilisation dont je vous parlais a commencé avec un partenaire qui est la société indienne Sigma, basée à Chennai, qui valorise les déchets urbains en remplacement du charbon. On en est à 30%, on sera à 40% rapidement. C'est vraiment de l'économie circulaire. Et ce que fait Sigma, outre la valorisation des déchets urbains directs, c'est qu'elle elle va récupérer, elle fait d'une sorte de biomining, de landfill de recovery. Les décharges se sont accumulées autour des zones urbaines pendant des dizaines d'années. Il y a des endroits autour de Bombay où il y a un siècle de déchets sur des espaces dont la ville a besoin. Il n'est pas question de construire sur ces décharges. Donc il faut commencer par reprendre ces volumes, et ça tombe bien, on a développé des technologies qui permettent d'utiliser ces volumes, ces déchets, du moins alors là c'est pas mal, parce que tout ce qui est biologique a déjà disparu, donc il reste du tissu, des plastiques et du bois. Ça fait un combustible qui remplace un charbon importé de je ne sais où, alors d'Indonésie, d'Afrique du Sud, d'Australie. Et tout ça nous permet d'avoir un coût de l'énergie en baisse de 30 à 40%. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'écologie et l'économie. Voilà. Donc, on passe, alors l'ordre de grandeur, on n'est pas dans le bricolage, on est actuellement, l'ordre de grandeur de tonnage qu'on passe, c'est 400 000 tonnes par an. Voilà, et ça a vocation à croître. En matière d'innovation, on nous a parlé, on parle beaucoup, je vais revenir sur le numérique. Il y a tellement de compétences en matière de transformation digitale et de traitement des données, qu'on l'utilise pour le groupe entier. Développer un CRM, c'est un logiciel de traitement de gestion des clients pour le Brésil, à partir de l'Inde, ça m'a coûté 20 fois moins cher que ce qui m'était annoncé au Brésil, en Europe. 20 fois moins cher, et ça marche. C'est royal. Un exemple de ce qu'on fait en Inde, et c'est unique, nous connaissons la rentabilité opérationnelle par client
et par jour, ce qui permet d'ajuster le tir et d'être toujours dans le vert et de ne pas se rendre compte au moment des clôtures mensuelles, non, tel client et nous fait perdre de l'argent. Quotidiennement, on a ces chiffres grâce à l'agilité, la capacité des équipes à avoir développé des outils numériques très utiles. On teste aussi des systèmes automatisés de gestion du process dans nos cimenteries, de gestion de la logistique. C'est important. L'expérience client dans nos usines est complètement automatisée. On est même dans certaines usines, comme à la pompe essence dans l'autoload, et ça va très vite. Voilà. Avant de conclure, je voudrais quand même parler de la RSE. Il y a aussi l'innovation sociétale. Vous reconnaissez votre présidente au milieu des épouses de nos collaborateurs. Elle ne fait pas que ça, mais c'est très important sur un de nos sites. Vous voyez également... Vous voyez également, on a construit des écoles, on a construit des temples. Vous voyez également un centre de dialyse. Et l'Inde est formidable parce qu'on a une obligation de dépenser un certain pourcentage du chiffre d'affaires dans des actions de RSE, mais on peut les choisir. Et on apporte dans les campagnes où nous travaillons, parce que les usines sont rarement en centre-ville, beaucoup de services et puis je signalerai également quelque chose qui est peut-être moins sexy, mais qui est très important. On s'est engagé dans la mission Swachh Bharat Abhiyan, pardon pour mon accent, qui est lancée en 2014 par le gouvernement indien, qui vise à améliorer l'hygiène et la santé des populations. En fait, ce sont des toilettes, 100 millions de toilettes dans les campagnes, essentiellement pour les femmes. Et c'est typique de ce on était à l'écoute de ce qu'on nous a demandé. On le fait et c'est très apprécié. Pour conclure, l'innovation continue est l'outil des transitions. Elle se heurte souvent à l'immobilisme d'une rente de situation. Quand les choses vont bien, pourquoi changer? Mais elle doit s'inscrire dans la gestion d'un paramètre de nos vies, qui est le temps. Alors, le temps est un grand maître, en particulier en Inde, mais le temps de l'industrie, très long, n'est pas celui très court du commerce, ou celui indéfinissable de l'innovation, qui reste parfois embourbé dans un stade pré-industriel, car l'inventeur n'a pas le temps du développeur, et le développeur n'a pas le temps du gestionnaire. Donc il faut parfois arracher l'invention à l'inventeur pour que ça démarre. Alors ceci montre aussi la dimension humaine du processus d'innovation continue. Alors on nous a invités à mettre de la philosophie dans la technologie, un charade de Sharman dont j'ai apprécié énormément les commentaires, nous a invités à le faire. Alors je vais me permettre de vous dire que ce rapport à la technique, à la technologie, questionne l'évolution de notre vue du monde. Mais quand on voit le rapport aux technologies d'information, c'est évident. Également notre comportement sociétal influencé par la technologie. Et je vous invite à relire Jürgen Habermas, dans un ouvrage qui s'appelle « La science et la technique comme idéologie », ça date, je crois, des années 90. Alors, idéologie dans le sens du mésilien du terme, c'est-à-dire de vue du monde. Et sans en dire plus, il interroge finalement sur notre rapport, le rapport entre la technique et la démocratie. Alors, il vient de dire du ciment à la démocratie, le chemin est un peu hasardeux, mais la démocratie n'est-elle pas le ciment de nos sociétés? Merci pour votre attention. Restez avec nous, Monsieur Sidoz. J'appelle Gilles Bonenfant, administrateur des CCE, pour vous remettre ce à quoi tout le monde a droit. Voilà. Merci, Gilles.